Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Kraven the Hunter, ou Kraven le Chasseur. Alors, Kraven le Chasseur, dernier projet de tout le Spider-Verse de Sony sans Spider-Man. On avait eu les 3 Venom, on avait eu Madame Web, on avait eu Morbius, je crois que c'est tout. Et enfin, on a Kraven, qui semble-t-il entérine le Spider-Man Universe sans Spider-Man de Sony. C'est un projet qui m'échappe encore complètement, je comprends pas l'intérêt. Donc, encore une histoire d'un super méchant de l'univers de Spider-Man. Même problème que tous les films de méchants de l'univers de Spider-Man sans Spider-Man. C'est pas un méchant, les gars. C'est pas un méchant. Le mec est plutôt sympathique, le mec est plutôt cool, le mec a des valeurs, à part le fait qu'il est fils d'un mafieux, sincèrement, j'ai pas vu un méchant. Et en plus, tu prends Aaron Taylor Johnson, qui, alors je vais pas dire qu'il manque de charisme parce qu'il en a, mais qui a l'air trop sympa. Il a une bonne tête, Aaron Taylor Johnson, il a une tête cool, il a une tête gentille. Et quand il fronce les sourcils et tout, d'accord, bon, si tu veux, il a l'air un peu badass. Mais quand il a sa tête normale, il fait trop gentil. Donc, on suit pas un méchant, on suit un mec cool. Et puis en plus, sur les affiches, il est marqué, ouais, on ne n'est pas méchant, on le devient. Bah non, le gars, il est sympa, il est cool, et il est attachant même, j'ai envie de dire. Bon, alors, qu'est-ce que le film vaut ? Bah, sincèrement, c'est peut-être le moins pire. C'est peut-être le moins pire de tous les films qu'on a eu dans ce projet. C'est-à-dire que les 3 Venom, bon bah, les 3 Venom c'est de la daube, hein, voilà. Morbius, aucun intérêt. Madame Web, au secours. Et là, bon bah, franchement, on va se le dire franchement, entre nous, c'est nul. C'est nul. Mais les autres, c'était au secours, c'est de la merde, c'est de la daube. Là, c'est juste nul. J'ai envie de dire. Donc, effectivement, c'est le moins pire des 4 personnages là, qu'on a eu jusque-là. Il y a une scène, ce qui m'est pas arrivé dans les autres, je crois. Il y a une scène où j'étais dedans et je me suis dit, putain, ça c'est cool. Ça c'est stylé. Toute la scène de poursuite où il court après les bagnoles et il court après l'hélico après. Franchement, faut le dire, cette scène, moi j'étais dedans. Bon, elle arrive à partir d'une heure de film, je crois. Mais pendant 5 minutes, au bout d'une heure de film, pendant 5 minutes, j'étais dedans. Je me suis dit, putain, les cascades, elles sont stylées. Le personnage, il fait des trucs de ouf. Ouais, t'as enfin l'impression qu'il se passe un truc. C'est le moins nul de tout ce projet. Donc bon, voilà. Niveau réel, on va faire un petit point réel. Et quand je dis on va faire un petit point, c'est-à-dire que ça va aller... Attention, ça va aller très vite, comme il dit Mosinor. Attention, ça va aller très vite. J'ai rien noté, je crois. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai rien noté de particulier en termes de réalisation. Alors, le seul truc qui va me marquer en termes de réalisation, ça va être au niveau de l'image, mais il n'y a pas de mouvement de caméra spectaculaire, il n'y a pas de truc même pas spectaculaire, même pas particulier. J'ai même pas noté... Ouais, j'ai rien noté en fait. Même au niveau des placements des personnages dans le cadre, c'est hyper lambda, c'est hyper bateau. Il y a du champ contre champ, bon d'accord, oui d'accord. Voilà, le mec qui a fait ce film-là, qu'est-ce qu'il a fait lui déjà ? Ouais, il a fait une petite dizaine de films, dont A Violent Year que j'ai pas vu, avec Oscar Isaac je crois, et Triple Frontier sur Netflix directement. Et Triple Frontier c'était pas ouf quoi, donc ouais... Ça m'étonne pas en fait qu'il nous ait sorti ça. Et le reste, je vous avoue, je connais pas du tout ces films-là, je les ai jamais vus. Donc ouais, il a pas une filmographie incroyable. Et en fait, bah, on le ressent parce que ce film-là, il est pas incroyable. Donc il n'y a pas grand-chose à noter. C'est efficace, c'est bien filmé, les plans sont pas spécialement beaux, sont pas spécialement composés.
Bon, bah oui, ça filme ce que ça doit filmer, encore une fois. Bah ouais, c'est de la prod Netflix, quoi. C'est efficace, mais y a rien qui est raconté par la mise en scène, j'ai pas l'impression en tout cas, parce que ça... Après, c'est compliqué dans ces films-là, parce que c'est tellement... Il y a tellement peu de choses que c'est compliqué, en fait, j'arrive pas à... Alors peut-être qu'il y a des trucs, mais je n'arrive pas à les noter dans ces films-là, parce que c'est tellement... Je m'ennuie, en fait, en termes de réalisation, il y a... Ouais, j'arrive pas à trouver des trucs qui m'intéressent. C'est plan-plan, quoi, c'est... Ouais, voilà, champ contre champ, plan large, plan serré, ok, d'accord. Ok. Il y a 2-3 fois, ouais, où quand il y a le père Kravinov interprété par Russell Crowe qui fait le taf, hein, Russell Crowe, franchement, même avec un rôle pourri, il s'en sort bien. Même, c'était quoi le film qu'il a sorti, là, Enragé, quand il est en voiture, là, et qui poursuit une nana pendant tout le film est nul à chier. Mais lui, il a une présence, quoi, donc il marche bien. Tu vas jusqu'au bout parce que tu veux voir Russell Crowe, quoi. Et là, c'est pareil, dès qu'il est là, tu fais, ah ouais, le mec, il pèse, quoi. Mais le film son rôle est nul. Il est pas intéressant, mais il arrive quand même à apporter un petit truc en tant qu'acteur, donc heureusement qu'il est là. Aaron Taylor Johnson, c'est pareil, il arrive à donner un petit charme à son personnage, mais c'est pas le principe. T'es pas censé être charmé par Craven. Craven, moi, ce que j'en connais, c'est le jeu Spider-Man 2 sur PS5, donc je pense que c'est pas super fidèle aux comics. Moi je sais que c'est un mec voilà, qui a des pouvoirs, enfin il a une super force, il a des super sens développés, un peu à la Daredevil, quoi. Et il chasse des totems pour les trophées, quoi. Donc les personnages dans Spider-Man ou Black Panther qui représentent un animal, et il voit en Spider-Man sa proie ultime, quoi, parce que voilà, il a buté des lions, des rhinos, des trucs, voilà, des tyrannosaures, des mammouths, des baleines bleues, juste avec ses mains. Donc bon, il se fait chier un peu, il a besoin de challenge. Là, tu le ressens pas dans le film. En fait, c'est un tueur à gages dans le film. C'est pas un chasseur, c'est un tueur à gages. Il dit, ouais, je suis un chasseur, je suis un truc machin. Bah non, en fait, non, c'est un tueur à gages. Donc il chasse ses proies, entre guillemets, mais c'est pas un chasseur. Craven, il chasse des animaux, normalement. C'est pour ça qu'il porte une peau de lion sur lui. Bon, voilà, là... bon, ça n'a rien à voir. C'est un fils de mafieux qui travaille, qui veut pas ressembler à son père, qui adore son frère. C'est un peu... Il y a un peu une relation frère-père de Billy Butcher dans The Boys. C'est-à-dire qu'il protège son frère du père qui est violent, qui est machin. Puis à un moment, il part, et puis son frère, il reste avec son père, il se fait victimiser, quoi. Et quand il revient, bah voilà, quoi. Donc, il n'y a rien de bien intéressant au niveau de l'histoire. Bon, Russell Crowe, c'est le méchant final. Tu te doutes que grâce à cause de l'influence du père, le frère qui était tout gentil, tout mignon, bah, il va devenir un vilain aussi à la fin. Le méchant principal, au secours, hein. Franchement, au secours. C'est comment il s'appelle, je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est Pollux Troy dans Volte-Face, dans Face Off. C'est le frère de Castor Troy de Nicolas Cage, le petit geek à lunettes qui est tout limite autiste, et lui c'est le méchant, c'est le Rhino. Alors le Rhino, c'est lui, hein. Et tu me mets Pollux Troy pour jouer le Rhino. Donc en fait, le Rhino, c'est censé être un gros monsieur en pyjama avec une corne, là. Et là, il t'en fait une espèce de mutant qui se transforme en Rhino. Il est dégueulasse. La CGI, elle est dégueulasse. L'acteur, il fait n'importe quoi. Tu te dis, mais c'est quoi pourquoi il fait ça? T'as un moment, il reçoit une nouvelle, je sais plus quoi, genre... peut-être qu'il croit que Craven est mort et en fait on lui dit non, il est vivant. Il est en bord gauche du cadre, il est comme ça, il reçoit la nouvelle et il fait... Et
moi j'étais là, je fais, non, mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Et il y a un mec derrière moi, il a fait wesh. Et tout le monde a rigolé dans la salle à ce moment-là. Tu fais, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On est où là? C'est qui ces gens-là? Je dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Il est ridicule. Il fait quoi? Il fait un cri de rhino? Parce qu'il est pas content. On dirait un chat le mec. Pourquoi tu fais ça? Et pareil, il a cette espèce de sourire qu'il avait en tant que Pollux Troy. En fait, il joue Pollux Troy, vraiment. Il joue Pollux Troy. Donc, Pollux Troy, ça allait dans le sens où c'est le frère de Castor Troy, ils sont tarés, ils sont un peu bizarres et tout. Là, tu t'es dit pour le rhino? T'es sérieux? Mais c'est quoi le rapport? Donc, cet acteur-là, je l'ai trouvé nul. Parce que je l'ai vu dans 2 films, à 25 ans d'écart, 20 ans. Et il me fait la même chose sur 2 personnages qui n'ont absolument aucun rapport. Donc apparemment il sait faire que ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il a eu que 2 rôles en 2 ans, en 20 ans. Donc c'est nul. À un moment il donne, je crois qu'elle est dans la bande-annonce, il fait une gueule, il donne son flingue à un de ses sbires, et il est là genre... Mais... c'est n'importe quoi. Donc bon, le casting, voilà, on va pas faire le... Ouais, il y a la petite Renoir aussi qui s'en sort à peu près bien. Il y a un début de romance, mais je crois, je sais même plus si ça consomme que. Je sais même plus. Franchement, je m'en souviens même pas. Donc, je crois qu'ils s'embrassent pas ni rien. Donc, il y a quand même une scène qui est là complètement pour rien. C'est qu'en fait, ils commencent à se rapprocher les deux. Et ils se baladent dans la forêt, parce que Kraven il est que dans la forêt. Et à un moment, il y a un espèce de jaguar en CGI qui arrive et qui attaque Kraven. Et ils se battent et Kraven il le maîtrise. Le truc part, il se relève, genre il se recoiffe un peu, genre oh bah t'inquiète, c'est normal, je joue avec elle et tout machin. Et l'autre elle est là, genre il s'est tapé avec un jaguar. Ouais, tu sens que les vannes sont ouvertes en bas et c'est tout. Tu fais, mais wow, d'accord, mais c'est tout, ça sert à rien en fait. D'accord. Et il y avait peut-être un autre moyen de faire monter la tension sexuelle entre eux, autre que ça. En même temps, ça faisait peut-être un quart d'heure, 20 minutes qu'il se passait pas grand-chose niveau action, donc peut-être qu'ils se sont dit c'est le moment là, les gars ils sont en train de s'endormir, faut balancer un truc. Donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais nul à chier quoi. Donc voilà. Donc oui, j'ai fait un gros détour, on revient à la réelle. Il y a un truc, il y a un truc visuel qui paraît plutôt sympa au début, même si bon, on l'a déjà vu ailleurs. C'est-à-dire qu'au début, il s'échappe d'une prison. Il court dans la toundra et tout, sous la neige. Il court. Et à un moment, t'as un plan gigantesque, enfin, t'as un plan de large, où tu le vois, il est tout petit à l'image. Et sur toute la moitié de l'écran, à partir de là, t'as une espèce de tempête de neige. Donc c'est tout dans les blancs et tout machin. Mais c'est le plan de Mad Max Fury Road quand les voitures elles arrivent dans la tempête là. C'est exactement le même plan. T'es là, tu fais mais ouais, c'était en 2015, on s'en souvient encore quoi. Surtout que c'est un des plans qui a marqué les 10 dernières années du cinéma. Autant j'aime pas Fury Road, autant ce plan il m'a marqué parce qu'il est ouf. Et en fait là, il y a pas la maestria de Frank Miller, il y a pas la préparation de ce plan-là. C'est juste, il court et puis hop, plan large et il est là. Il y a pas les enjeux qui vont avec. Et puis en plus, il traverse le truc en 10 secondes. Donc tu ressens pas... T'as l'impression de waouh, ah ouais, il y a une grosse tempête. Et en fait non, ça sert à rien parce qu'il traverse ça en 10 secondes et puis au final ça sert à rien. Alors que dans Mad Max Fury Road, tu vois ça, tu fais waouh, c'est quoi ça? Il rentre dedans, t'as un espèce d'orage électrique à l'intérieur, tu vois des bagnoles qui partent en couille et tout machin, c'est dangereux, c'est vraiment un truc dangereux quoi. Là, ça sert à rien en fait. Donc ok, vous avez fait votre plan à la George Miller si vous voulez, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun intérêt quoi. Donc
On a aussi beaucoup de fonds verts qui sont dégueulasses. Bah oui, on en parle de réel, donc bon voilà. Il y a beaucoup de détourages qui sont moches. Franchement, qui sont très très moches. Il y a des plans, tu crois pas une seconde, qui sont dehors. On te les monte en Tanzanie ou je sais pas quoi, mais les gars, c'est en studio, ça se voit. Mais chaudard, hein. Donc, ouais, en fait, t'arrives pas trop à rentrer dedans parce que tu vois les artifices, donc compliqué. Même chose avec la CGI sur les animaux, parce que, bon, maintenant, avec les lois de la maltraitance animale, il va falloir s'y faire, les gars. Tous les animaux dans le cinéma vont être en CGI quasiment, donc bah là, on a des gnous en image de synthèse, on a un piaf en image de synthèse. Ah ouais, et puis le super lion là, à un moment il parle du lion légendaire Tsar là, je sais pas quoi. Vous l'avez fait un peu gros, hein, les gars. Oui, c'est le lion légendaire, d'accord. C'est le lion, il est allé à la salle, il a poussé comme un malade. Il est hyper musclé de ouf, il est super grand, sa patte elle est super balèze et tout. Et là tu fais, bon, ok, d'accord. Oui, d'accord, c'est le lion légendaire, mais là. Il fait 8 tonnes 5 le bordel. Mais bon, voilà. Après, les animaux sont pas mal faits. C'est ça le truc en fait, c'est que les animaux sont pas mal faits. Ils sont sympas, le rendu est très bien. Ce qui va pas, c'est l'animation. Il y a un truc, c'est trop fluide. Je sais pas en fait ce qui va pas. Le rendu visuel, il tape. Franchement, c'est hyper bluffant. Mais il y a un problème dans les mouvements. On est encore sur ce côté, ouais, soit c'est trop fluide, soit on ressent pas le poids de l'animal. Il y a un truc qui déconne. C'est encore une fois, voilà, il y a un truc dans les mouvements. C'est pas le rendu 3D. Le rendu 3D, il est parfait. Il y a un truc dans le mouvement de l'animal qui fait que ça trahit le fait que c'est un effet spécial et où tu y crois pas. Donc ça, c'est un truc sur lequel ils vont devoir bosser dans les films parce que c'est le problème majeur en fait là en ce moment. C'est toujours le même souci. Dès que t'as un animal en 3D, c'est compliqué. Il y a un truc dans les mouvements, je sais pas ce que c'est. Alors ça, je m'en souviens plus trop, mais je l'ai noté pendant le film, donc je vais en parler, même si je vous avoue, je m'en souviens plus. Apparemment, il y a un faux raccord gauche-droite sur les chasseurs de gnous. Je sais plus où c'est. Apparemment, c'est pendant la phase du film où y a les chasseurs qui découpent les cornes des gnous. Apparemment, il y a un moment où il y a un faux raccord gauche-droite. Il y a un personnage qui est censé être à gauche, il est à droite ou je sais pas quoi. Voilà, je l'ai noté, donc j'en parle parce que ça fait partie de la réalisation, mais je vous avoue, je m'en souviens plus. Et est-ce qu'il y a un clin d'œil à Gladiator ? J'en sais rien, parce qu'à un moment, t'as un espèce de plan sur des espèces de champs de blé ou de trucs comme ça, où tu vois Russell Crowe qui passe là-dedans, tu dis « Ah, il va mettre sa main, comme dans Gladiator, peut-être ?» Il y a un plan un peu comme ça, tu dis peut-être que c'est une petite référence à Maximus. Bon, sinon, la scène qui est vraiment stylée, la scène de poursuite, t'as le frère de Craven qui se fait kidnapper. Le mec, il sort sur son balcon, il est au 30e étage, hein. Il sort sur son balcon, il voit avec son zoom de lion intégré qu'il y a des mecs qui sont en train de mettre son frein dans sa bagnole. Le gars saute du balcon, il s'éclate sur la paroi de l'hôtel en face, il pète tout, il passe d'un immeuble à l'autre, tac tac, il descend, il va se mettre à courser la bagnole, et ce qui est cool, c'est que tu vas voir la réaction des mecs au début, genre, il voit le mec descendre, tu vois, le chauffeur, il fait « Oulala, ouais, on se tire !» Hop, il reprend un peu confiance, il dit « C'est bon, on a tracé », et tu vois le gars qui arrive à côté de la voiture en courant, et tu vois le mec qui commence à flipper, il va sauter sur la bagnole, il va mettre des patates dans les vitres, et t'as le mec qui fait « Hey gars, c'est blindé quand même !» Ouais, mais lui, il s'en fout, tu vois, il met des patates et ça fait des impacts comme si tu tires au shotgun sur les vitres, quoi. Donc... Et il va plier une porte en deux, une porte blindée, il va la plier à la force de ses bras pour choper les mecs à l'intérieur. Alors le truc qui m'a surpris dans ce film, et c'est pour ça aussi que la scène elle est un peu appréciable, c'est qu'il y a un peu de sang quand même. Le film est interdit au moins de 16 ans je crois, ou un truc comme ça. Donc il y a un petit peu de sang. Et tu te dis, ah putain, enfin quoi, enfin on a des scènes d'action. C'est pas foufou, c'est pas la violence ultime, c'est pas Terrifier non plus.
Mais ça fait plaisir de voir un surhomme quand il tape quelqu'un de normal, oui, il y a des impacts de sang, tu vois. Il y a même un mec, à un moment, il tombe dans un piège de Kraven, à la fin, il est chopé par les guibolles, il est traîné jusqu'à un espèce de tronc ou de rocher, et il passe au milieu, et le mec est coupé en deux. C'est subliminal, tu vois pas grand-chose, mais le mec est coupé en deux, et tu vois qu'il y a du sang qui gicle, tu vois. Pareil, à un moment, il met une épée il met une espèce de machette dans la tête d'un mec, bah tu vois, il y a une gerbe de sang. Donc, bon, c'est pas qu'on veut du sang absolument parce qu'on est taré et qu'on aime le sang, c'est juste que c'est logique en fait. Un mec qui a autant de patates et qui est un animal, en fait, camouflé sous une peau d'homme, quand il frappe, quand il arrache des trucs, oui, il faut qu'il y ait un peu de sang quand même, qu'on sente le côté sauvage en fait, tout simplement. Ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Donc c'était appréciable. Et donc toute la scène, voilà, où il poursuit la bagnole, où tu vois les mecs qui sont vraiment en flip. Ça va se terminer sur une poursuite d'hélico, et franchement, c'était pas mal. Voilà, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, mais comme ça fait 1 heure qu'il se passe pas grand chose, voilà, cette scène était bienvenue. Même la scène à la fin, ouais, c'était pas ouf, quoi. Mais au moins celle-là, elle m'a un peu réveillé. Je me suis dit, ah, c'était sympa, voilà. Donc c'est un peu la scène qui sauve le film, parce qu'elle est cool. Voilà. Mais sinon, après, le reste, c'est pas incroyable, faut pas se le cacher. Ah oui, il y a un truc qui m'a fait rigoler à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, bon, Kraven et sa copine, là, donc sa copine, elle est avocate, et ils se retrouvent après des années, parce qu'ils sont connus enfant, c'est elle qui lui a donné la potion, qui lui a donné ses super pouvoirs, ok, parce qu'elle est fille de nana qui fait du vaudou, je sais pas quoi, si tu veux. Donc la meuf logique qui vit en Tanzanie, qui est petite fille de magicienne vaudou, forcément elle devient avocate à New York, logique. Et donc Kraven il la recherche parce que bon, il veut savoir d'où viennent ses pouvoirs. Il la retrouve et lui dit, bon, tu sais, si je suis un tueur à gages, moi je tue des gens, hein. Elle fait, ah d'accord, ok, ça roule. Bon, écoute, c'est bien, c'est cool. Moi je suis avocate, on va boire un café. Et tu fais, ah, votre relation elle est bizarre quand même. Et donc du coup à un moment il lui explique, il dit, oui bon, t'as des affaires où il y a des gens qui sont chiants ou pas? Elle fait, ouais bah allez, j'ai une affaire où il y a lui il casse-couille, hein. Franchement sans lui mon procès il serait réglé. Ok, bah, j'ai une liste de noms, tu me dis, et puis moi je les tue. Je fais, mais t'es pas censé représenter la justice toi, l'avocate là? Et donc voilà, ils ont un commun accord comme ça. Et Kraven il va lui dire, ouais bon, je recherche un mec qui a kidnappé mon frère, machin, il faut que tu me le retrouves. Et la meuf fait, ah, d'accord, laisse-moi faire. Cut, on passe sur une autre scène, elle marche dans la rue sous la pluie, elle prend son téléphone et fait, oui bonjour, je cherche un kidnappeur. Et cette phrase, elle m'a fait hurler de rire. J'ai rigolé. La meuf, oui bonjour, je cherche un kidnappeur. Et il y a son contact qui dit, ouais bah c'est lui, il fait ça, il a kidnappé ce mec-là. Et là tu fais, ah d'accord. Donc, dans ton répertoire, t'as un mec, genre, oui, bonjour, je cherche un kidnappeur. Ah, c'est lui. Tu fais, waouh, oh, l'écriture, les gars, incroyable. La meuf elle enquête même pas. Elle appelle la hotline SOS kidnappeur. c'est le Uber des kidnappeurs. Oui, bonjour, je veux un kidnappeur, machin. Ah, bah, c'est lui. Ok, bah, il arrive dans 5 minutes. Ah, merci. Tu vas mettre 3 étoiles. Voilà, waouh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y a une scène aussi d'infiltration de Kraven dans une espèce de tour, je sais pas quoi là. Une espèce de base dans la montagne ou je sais pas quoi. Et c'est un petit peu ridicule. C'est-à-dire que il va s'infiltrer et tout, machin. Ok, bon, il monte sur les parois et tout, machin. Il fait de la varap et tout. Tu fais, ok, bon, le mec est balèze. Il passe par les fenêtres et en fait, il y a des mecs qui passent, ils se cachent. Et franchement, moi j'ai rigolé. Il se retourne, il fait. Et les mecs font. Ah. Et en fait, encore une fois, Aaron Taylor Johnson, il fait trop gentil. C'est qu'en fait, il va pas avoir une expression genre. Genre, il va être comme ça. Non, déjà, le coup de la sarbacane, c'est compliqué pour moi. Je vous avoue, ça m'a fait très rire. Et en plus, son expression, genre. Allez, va faire dodo. Genre, il y a aucune intention de tuer dans son regard. C'est vraiment genre, tiens. Allez, fais dodo mon pote. Tu ressens pas le mec qui vient sauver son frère. Tu ressens pas le mec qui veut... Qui arrache des têtes pour survivre. Enfin, tu vois, genre, c'est censé être un chasseur de mafieux, de méchants, tu vois.
Et là, le mec, il est trop gentil, il est trop sympa. Après, il y a toute une phase où, tu sais, il rentre par terre et tout pour esquiver les caméras, les regarder soldats hockey. Et il y a 2 mecs qui vont passer, il va se relever, et il va se mettre genre juste derrière, et il marche avec eux. Et je sais pas, le mec, il va sentir une présence, il se retourne, donc tu sais, il se décale de l'autre côté. Et hop, il revient, et il se remet derrière. Et ça, tu fais, mais tu le vois pas, le colosse de 140 kilos super musclé qui est derrière toi? Non, bah c'est Craven, donc il arrive à camoufler sa présence. Tu fais, non, les gars, il a 1,5 cm du mec, tu sens son souffle, tu sens son odeur. Surtout que le mec, il t'explique qu'il se lave pas, il vit dans la nature. Ouais, un mec comme ça, tu le sens derrière toi. Hein. Et dans cette scène, après, il va y avoir une espèce de fusillade où tu vois rien. Il y aura une réale pendant tout le film. J'aurais dit, oui, c'est fait pour te mettre du point de vue un peu comme Batman Begins, t'es un peu du côté du point de vue des méchants, et donc en fait il est tellement rapide, il est tellement fort que tu comprends pas ce qui se passe. Mais là en fait toute l'action est centrée sur Craven, donc en fait t'es de son point de vue à lui. Donc justement ça devrait être super clair, ça devrait limite être au ralenti ou des trucs comme ça. Il y a plusieurs inserts sur ses yeux qui deviennent jaunes comme le lion. Et donc en fait justement, il devrait avoir une vision parfaite de tout ce qu'il fait. C'est un tueur aguerri qui a des sens hyper développés. Donc en fait, on devrait voir clairement l'action de son point de vue. Et là, ça marche pas, franchement. Déjà, la lumière, elle est dégueulasse dans cette scène, ce qui fait que tu vois rien. Et forcément, il y a des coups de feu, il y a des mouvements super rapides. Bah, tu vois encore moins. Donc non, c'est pas une volonté de réal, là, c'est juste très mal fait en fait. Et oui, il y a un espèce de tueur à gages aussi qui s'appelle comment? L'étranger, je crois. Bon, on sait rien sur lui, à part que quand il compte jusqu'à 3, bah, les gens ils sont hypnotisés, ok d'accord. Et il parle d'un mentor, je sais pas quoi, que Craven aurait tué ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'il veut sa peau. On n'en saura jamais plus, il me semble. Ou alors j'ai loupé des infos, ce qui est possible. Mais il me semble que ce truc-là, ils te font une emphase là-dessus. Genre, c'est juste pour justifier que ce mec, il veut tuer Craven, quoi. Et que ça sera un obstacle à un moment. Ouais, il a tué mon maître ou je sais pas quoi. Mais c'était qui ton maître et tout. Pareil, il te parle du docteur Miles Warren, c'est ça? Miles Warren, un scientifique qui revient 2-3 fois dans l'histoire. Ça sert juste, pareil, c'est un nom qui est name droppé comme ça, qui sert juste à justifier l'apparence du caméléon à la fin. Parce que oui, le frère de Craven, ça va devenir le caméléon. Et le caméléon, c'est un méchant de Spider-Man encore, pareil, qui change d'apparence, qui se déguise. Moi, il me semblait qu'il se déguisait, hein, le caméléon. Donc ils te l'introduisent, ça c'est un truc qui m'a fait marrer, ils te l'introduisent, en fait il sait imiter toutes les voix. Et en fait il imite souvent son père, donc Russell Crowe. Donc tu vois ce mec qui est tout frêle, qui est tout petit et tout machin, qui se met comme ça et qui prend la voix de Russell Crowe. Donc c'est Russell Crowe qui double par-dessus. Mais il limite, genre, il sort des phrases de son père, et ça franchement c'est rigolo. Mais on te présente que ça va être le caméléon, en te le montrant chanter et tout. Et en fait... Ça c'était bidon ça. Quand il chante, c'est pas un mec qui... Enfin, c'est censé être un mec qui imite. Mais les mecs ils se sont tellement pas fait chier, c'est qu'en fait ils lui font faire du playback en fait. Ils mettent la vraie musique et le mec il fait genre il chante. Et ce qui fait que quand t'as des chœurs dans la chanson, comme à la fin je crois, voilà, il s'est mis à imiter les chœurs le caméléon. C'est-à-dire que je crois que sa dernière chanson il chante et il y a des chœurs. Et il est seul sur scène. Et comme il est censé chanter en direct, c'est-à-dire qu'il fait la voix et il fait les chœurs derrière. Et tu sais, je fais, mais les gars, mais non, ça marche pas votre truc là. Il peut pas faire 10 000 voix en même temps. ça n'a aucun putain de sens. Donc en fait, voilà, c'est tellement mal fait. En fait, on s'en bat les couilles en fait. On a lâché ça comme ça, c'est pas grave. Donc bon, et puis à la fin, voilà, il se retrouve... Évidemment, le mec qui a tout commandité, c'était Russell Crowe, sans déconner, au bout de 5 minutes de film, on avait compris. Et forcément, le petit frère, il devient méchant, il reprend l'empire de son père. Et il fait... Ouais, attends, il fait quoi? Il change de tête.
Donc Aaron Taylor Johnson, Craven, il le chope et il a la tête de Craven. Sauf Craven, ça fait 1h30 que tu le vois sur ce corps-là. Et donc, en fait, le caméléon, il est tout frêle, il est tout petit, il a la tête d'Aaron Taylor Johnson. Tu fais, c'est donc à ça qu'il ressemblerait s'il n'était pas allé à la salle. À la salle de sport. Et donc, et en fait, la transition entre ces deux visages, tu vois une espèce de... Bah, tu vois une tête toute grise, sans trait, sans rien, qui se rapproche de ce qu'il est dans le comics. Mais c'est un peu à la nanotechnologie, genre ça fait... Ça se transforme et tout, machin. Un peu comme Iron Man, son armure qui se met sur lui et tout, machin. Et il te dit, oui, je suis allé voir un docteur, machin, qui m'a opéré pour faire ça. Et tu dis, attends. Un docteur qui t'a opéré... Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Parce qu'en fait, là, tu me parles d'une opération, mais moi, ce que je vois, c'est une espèce de technologie, une nanotechnologie qui fait que ton visage se change. C'est pas un docteur que t'es allé voir, c'est un espèce de scientifique qui a fait des expériences et qui t'a mis de la technologie en toi, tu vois. Enfin, c'est pas une opération. Enfin, ils te le vendent comme s'il était allé voir un chirurgien esthétique, alors que c'est pas ça du tout. Et t'es là, tu fais, ouais, enfin, oui, à la limite, t'as une espèce de combinaison sur toi, ou t'as une espèce de capacité, tu vois. Mais y a rien à voir avec la chirurgie esthétique, donc c'est compliqué, tu vois. Et pareil, voilà, donc t'as un petit clin d'œil à Spider-Man, un moment, évidemment, où quand Craven, il se fait toucher par une fléchette empoisonnée qui lui fait voir ses peurs et tout, machin. Et évidemment, il voit plein d'araignées qui descendent des arbres et tout, machin. Et donc il est genre... pendant qu'il hallucine. Et tu te dis, ah ok, d'accord, ok, Spider-Man. Okay. Mais bon, ça mènera jamais à rien, vu que y a pas de Spider-Man dans votre univers, hein, vous avez pas les droits, les gars. Et au final, c'est le dernier film de ce projet-là. Donc, il était temps parce que ça mène à rien. Donc, et puis encore une fois, c'est pas un méchant. Donc, on lui dit même à la fin, on dit, ouais, t'as un code d'honneur, t'as machin, t'as truc, bon. On lui fait genre, ouais, mais tu te prends pour un mec bien, qui a de l'honneur, des valeurs, mais tu restes qu'un assassin. Oui, enfin, un assassin, il tue que des gens, que des mafieux, des trucs comme ça, des tueurs, des machins. Tu dis, bon, ça va, quoi, c'est pas grave. Si ces gens-là, ils meurent, c'est pas très grave, tu vois. Et puis, il est hyper courtois avec tout le monde. Même un mec, il y a le sketch de l'ascenseur où en fait le mec c'est un super vilain. Il rentre dans un hôtel, il fait excusez-moi, vous pouvez retenir la porte s'il vous plaît. Déjà bon voilà. Le mec l'écoute pas, il appuie pas sur le bouton de l'ascenseur donc la porte se ferme. Et Craven il va sortir son couteau, il va le lancer sur le bouton pour appuyer, clac, donc la porte se rouvre, il reprend son couteau et le mec qui est dans l'ascenseur il commence à flipper. Et il lui dit ouais vous avez pas retenu la porte. Et il fait non mais j'ai pas entendu. Il fait non si tu m'as entendu. T'as fait le connard. Et il sort son couteau. Il fait voilà moi je travaille avec ça tu vois. Et il lui fait peur mais en fait c'est plus de l'intimidation pour se venger un peu du fait que ce soit un connard le mec. Donc il est un petit peu connard lui-même mais il lui fait rien. C'est juste genre putain tu m'as fait chier donc je vais te faire chier un petit peu. Mais c'est pas méchant c'est une petite vengeance gamine, tu vois. Et justement, ça fait rire. Tu te dis, putain, c'est un gamin. Tu te dis pas, putain, le mec, il fait flipper. Non, tu te dis, putain, c'est un gamin, quoi. Donc tu ressens jamais la menace de Craven. Tu ressens jamais que c'est un super vilain. C'est un mec sympa, qu'il faut pas trop emmerder. Voilà, c'est tout. Le mec, il chasse des braconniers. C'en est un. Craven, c'est un braconnier. Le mec, il a une veste en peau de lion. Il chasse les animaux. C'est un braconnier, le mec. Dans ce film-là, il les chasse. Parce qu'ils font du mal aux animaux. Compliqué de voir un super méchant là-dedans. Un petit détail que j'ai beaucoup aimé. Comme il a des sens surdéveloppés, tout ça. À un moment, il vient, tous les anniversaires de son frère, il vient en ville. Parce qu'il vit dans la Cambrousse. Il vient en ville et il passe la soirée avec son frère. Et déjà, franchement, je trouve que l'alchimie entre les deux, elle marche bien, parce que quand tu les vois, tu vois deux frangins qui se font chier, voilà. Moi, je trouve que ça marche bien. Il va passer la nuit dans l'hôtel de son frère, et comme il a des sens hyper développés, et ben en fait, il entend le bruit des néons, de l'air climatisé, de tout ça, machin. En fait, ça l'empêche de dormir, il devient fou, limite, et il va dormir dans un parc par terre, dans la nature, quoi.
Alors oui, d'accord, sauf que dans le parc, n'oublie pas que t'es à New York quand même, ou je sais pas dans quelle grande ville américaine, je crois que c'est New York. Donc oui, d'accord, t'es dans un parc, mais il y a les taxis, il y a les voitures, il y a le bruit de la ville, il y a surtout... New York, c'est pas censé être la ville qui dort jamais, tu vois. Donc t'es à côté de Times Square ou je sais pas quoi, oui, bon, d'accord. Bon, on va dire qu'il y a le bruit des arbres qui camoufle un peu tout ça. Mais bon, c'est un petit détail que j'ai trouvé sympa, mais en y réfléchissant, je me dis oui, d'accord, bon, c'est pas parce que t'es dans le parc en dessous de l'hôtel qu'il n'y a plus aucun bruit, tu vois, genre, bon, bref. Donc voilà. Oh là, c'est beaucoup trop long, on va arrêter là. Craven. Franchement, c'est pas le pire, encore une fois, c'est pas le pire. Ça se regarde, mais ça n'a aucun intérêt, hein. Vraiment. À part la scène du milieu où, oui, elle est un peu sympa, bah oui, c'est lambda, y a rien de spectaculaire. Franchement, c'est Morbius en un peu mieux. Un peu. C'est le même concept. C'est censé être un méchant, au final ça l'est pas. Et ouais, aucun intérêt. Voilà. Donc ne perdez pas votre temps à voir Craven parce qu'au final ça ne mènera à rien vu que le projet il est abandonné. Et en plus, c'est un peu mensonger parce qu'on vous promet un film sur un super méchant et au final le mec c'est un héros. Enfin c'est un super héros en gros donc sauf qu'il tue les méchants. Voilà, en fait il faudrait comprendre que c'est parce que votre personnage tue des pourritures que ça en fait un méchant. Non. Pourquoi on était pour Dexter pendant plusieurs saisons ? Parce qu'en fait, oui, c'est un malade mental, mais il tue que des gens qui sont aussi malades que lui. Donc en fait, il régule un peu l'univers, tu vois, à sa manière. Là, Craven, c'est pareil, il tue des braconniers, il tue des mafieux, il tue des mecs qui tuent et qui volent et qui violent sûrement à tour de bras, donc tu peux pas avoir en lui un méchant. Voilà. Il a jamais fait de mal à quelqu'un qui le méritait pas. Donc c'est un héros, c'est pas un méchant. Il aurait fait des trucs sales à quelqu'un dans la rue ou genre le mec dans l'ascenseur il lui aurait démonté sa gueule ou il l'aurait buté. Là j'aurais dit ah oui d'accord ouais là c'est un méchant. Là il met juste un petit coup de pression encore. C'est plus pour rigoler qu'autre chose tu vois. Donc non et puis il est super courtois avec tout le monde. Il est super même avec la nana il est il est super respectueux tu vois. Il la touche pas, il est gentil, il lui rend service. Je fais, c'est pas un méchant, les gars, c'est un mec gentil, c'est un mec lambda, quoi. Ah, il va tout faire pour sauver son frère, il veut pas suivre les traces de son père qui est un mafieux, il le dit, il fait, tu te rends compte de tout le mal que t'as infligé au monde super le méchant. Donc voilà. Je comprends pas l'intérêt du projet de Craven. Je comprends pas l'intérêt du projet dans le Spider-Man sans Spider-Man Universe. Donc voilà, on va s'arrêter là, c'est beaucoup trop long, j'en suis désolé. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Solo.